Alors, bonjour tout le monde. Encore une belle rencontre formidable aujourd'hui avec des experts du CIUS de la Capitale-Nationale. Je suis en compagnie de Christina Gravel et de François Grimard, qui sont tous les deux au trouble de l'humeur au CIUS de la Capitale-Nationale, si je ne me trompe pas. Alors, Christina, quel est ton rôle exact au CIUS? Moi, je suis interne en psychologie, donc je complète mon doctorat à l'Université Laval à la dernière étape de ce fameux doctorat et je suis sous la supervision de François Grimard ici à la clinique des troubles anxieux ainsi qu'à la clinique de psychiatrie périnatale. Donc, je suis vraiment toute l'année ici à l'Institut. Ah, c'est super. Alors, bienvenue à l'Institut. François, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, moi, je suis psychologue clinicien à la clinique des troubles anxieux depuis, je dois dire, plus de 10 ans déjà. Je suis aussi professeur de clinique à l'Université Laval. C'est dans ce contexte-là que je supervise Christina. J'ai travaillé pas mal toute ma vie en anxiété. J'ai fait ma thèse de doctorat aussi sur l'anxiété également. Donc, on devrait C'est un pouvoir sujet que explorer tu le vas sujet. connaître. Oui, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, on ne devrait pas se tromper. On a vraiment des experts avec nous. C'est vraiment génial. Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, je parle régulièrement à des gens actuellement qui nous disent qu'ils ressentent un petit quelque chose dans l'estomac, une petite boule, là, le petit quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti avant. Bon, il y a des gens qui connaissent, qui sont peut-être familiers déjà avec l'anxiété, mais il y a beaucoup de gens. La situation actuelle qui est un peu chaotique, le COVID-19, la pandémie, la quarantaine, fait en sorte qu'il y a des gens qui n'avaient jamais ressenti cette petite boule-là à l'interne. Alors, ils ont de la difficulté à l'identifier. Alors, Christina, qu'est-ce que tu as remarqué pendant cette COVID-là? Quel est l'effet de l'anxiété pendant la COVID? Bien, c'est sûr que de façon générale, on peut le nommer que la pandémie elle a un effet quand même assez marqué sur la santé psychologique des gens. Puis ce qu'on a remarqué, évidemment, c'est l'anxiété qui peut ressortir chez plusieurs personnes. Il y a différentes choses là, qui peuvent expliquer pourquoi on vit de l'anxiété, mais de façon générale, on fait face à une infection qui est nouvelle, qui est peu connue. Il y a des grosses mesures qui sont mises en place, qui sont pour la majorité, en fait, c'est la première fois qu'on vit ça. Il y a aussi beaucoup de peur. Est-ce que j'ai contracté le virus? Est-ce que je peux le donner? Évidemment, financièrement, mon travail, mon confort, mes privilèges sont remis en jeu. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent justement venir générer cette petite boule-là là, dont vous avez parlé au début. Puis il y a différents types de stress aussi là, pendant la pandémie. Donc, il y en a qui n'ont pas de stress du tout. C'est pas nécessairement ce qu'on souhaite parce qu'en fait, on veut quand même que les gens prennent la situation aussi, assez au sérieux pour mettre des bonnes mesures en place. Et en fait, excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole, mais j'arrête pas de dire aux gens que c'est normal d'avoir cette petite boule-là. Là. Ben, elle Si est tu n'en as souhaitable. pas, ouais, elle est souhaitable, puis il ne faut pas en faire une maladie, mais ça se peut qu'il y en ait, puis c'est normal. Exactement. Fait qu'on souhaite quand même que les gens aient une réaction à la situation parce qu'on veut qu'ils mettent les bonnes mesures en place. Fait qu'on dit toujours qu'il y a un certain niveau de stress qu'on souhaite dans la situation pour que, en quelque part, que les mesures qu'on met en place, elles fonctionnent. Parce que si personne n'était stressé, ben, à ce moment-là, possiblement qu'on ne serait pas dans la situation actuelle puis il y aurait possiblement beaucoup plus de cas. Fait qu'il y a un bon niveau de stress qui est souhaitable puis qui est même tout à fait normal dans la situation. Quand on parle d'anxiété, c'est là où on dépasse un petit peu ce niveau de stress-là. Il y en a pour qui c'est très léger, puis il y en a pour qui ça peut être plus important aussi. Puis à ce moment-là, ben là, c'est là qu'on va parler d'anxiété. C'est sûr que dans l'anxiété, ce qui peut être plus difficile pour les gens, mais c'est que ça peut amener une détresse. Puis il y a même pour certaines personnes chez qui ça peut amener à prendre un peu des mauvaises décisions parce qu'on ne sait plus trop là, comment faire les choses. On peut prendre l'exemple du fameux papier de toilette au début, qui peut être le genre d'exemple de décision qu'on peut prendre sur le coup de l'anxiété. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui va faire qu'on va, en fait, là, être dans l'une ou l'autre des catégories que je viens de parler? Ça peut être beaucoup là, par rapport à notre niveau de tolérance à l'incertitude, en fait. La situation actuelle génère beaucoup d'incertitudes. On en a parlé un petit peu au début, mais l'infection... l'infection, est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que les surfaces que je côtoie sont infectées? Est-ce que les mesures que le gouvernement met en place sont optimales ou non? Ça va finir quand, cette situation-là? Fait que l'incertitude, elle est omniprésente, finalement. Puis c'est un petit peu notre seuil de tolérance à cette incertitude-là qui peut nous... qui peut dicter comment on va réagir puis notre niveau d'anxiété. Puis en même temps, on n'est pas tous tolérants à la même chose. On parle de changement des fois dans notre quotidien, juste avec des employés, on dit là, il faut changer nos méthodes, ça affecte. Fait que là, on a changé complètement notre routine, tout ça. Fait que c'est sûr que notre tolérance à l'incertitude, elle est fois 1000. Parce que tout a changé du jour au lendemain. Fait que je te laisse continuer, je m'excuse. Je vais reprendre juste avant une métaphore qui a été prise par la santé publique, je pense qu'elle est celle du docteur Quach, entre autres, qui disait on construit l'avion en plein vol. Oui. Il y a quelque chose qui peut générer une certaine incertitude, c'est de voler dans un avion qui n'est pas fini. Donc, on est dans ce contexte-là avec la pandémie actuelle. Oui.
tout à fait. Une bonne image. Puis je pense que Maryse, ce que vous avez dit aussi, là, vous allez voir dans quelques secondes, là, je vais vous l'exposer avec une figure, là, mais qui nous montre que justement, il y a différents niveaux, puis on ne réagit pas tous de la même façon, fait que c'est tout à fait normal là, que d'une personne à l'autre, ça change. De façon générale, l'intolérance à l'incertitude, c'est une part de l'inconnu. Fait que ça consiste un peu à exagérer l'importance de ne pas savoir vraiment là, avec une grande certitude si quelque chose va se produire ou non. Puis ce qu'on va voir avec cette figure-là, c'est que plus l'intolérance à l'incertitude est forte, plus une personne va être préoccupée ou inquiète là, par les conséquences potentielles d'un événement. Dans le fond, là, sur la figure que vous avez devant les yeux, on voit là, sur l'axe des X en bas qu'il y a différents événements qui ont eu lieu pendant la pandémie. Puis sur l'axe des Y, on a en fait là, le niveau d'incertitude qui était présent selon ces événements-là. Puis, vous allez voir aussi avec les couleurs, on a hypothétiquement là, choisi 3 individus, en fait, qui auraient un niveau de tolérance à l'incertitude qui est différent. Puis, en fait, ce qu'on va constater, c'est que selon le niveau, bien là, c'est là que l'anxiété va se présenter. Donc, par exemple, là, on voit en vert là, la première personne qui a un niveau de tolérance à l'incertitude qui est faible. On voit que très rapidement dans la situation, son seuil a été dépassé et tout ce qui est en couleur au-dessus, finalement, bien là, la personne est dans une situation où son seuil a été, on l'a atteint, puis à ce moment-là, peut vivre de l'anxiété. Ensuite de ça, on voit là, pour la deuxième personne, on a une tolérance qui est plus modérée. Donc, on voit que la ligne bleue, ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'on dépasse le seuil de cette personne-là. Et finalement, on voit que pour la troisième personne, on a quasiment peu ou pas atteint là, son seuil de tolérance, ce qui fait que cette personne-là a vécu très peu de moments d'anxiété un petit peu plus intense. Puis, est-ce que ça se peut que, selon aussi ce qui était annoncé, exemple, la fermeture des écoles, pour certains enfants, c'est devenu rouge, comme pour nous, c'était un peu moins rouge, ou pour un parent qui avait à ne pas savoir où il allait faire garder son enfant parce que, disons, il travaillait dans un hôpital, ça aurait pu monter plus vite dans le rouge aussi, selon j'imagine, là, en fait, moi, j'aime beaucoup magasiner. Quand ils ont fermé les magasins, ça m'a peut-être créé de l'anxiété. Je fais une blague, là, mais je l'illustre, là, mais ce que je veux dire, c'est que probablement aussi, selon ce qui est arrivé, il y a des... quand tu es infirmière et il manque de matériel de protection, j'imagine que ça se peut que tu montes dans le bleu pas mal plus vite que si je suis à la maison et que je suis confinée chez moi. Tout à fait, je pense que c'est une bonne remarque, c'est qu'en fait, la courbe, là, nous, on a mis quelque chose de très hypothétique pour pouvoir l'illustrer visuellement, mais c'est qu'en fait, cette courbe-là, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Donc, selon et le seuil de tolérance et les événements, l'ampleur que ça peut prendre pour eux. C'était juste pour illustrer un peu que finalement, puis là, on a mis évidemment 3 lignes, mais il pourrait y en avoir autant qu'il y a d'individus finalement. Là. Exactement. Puis en plus, de toute façon, ce diagramme-là, on le mettra en commentaire aussi par la suite, là, quand on présentera la capsule, là, ça nous fera plaisir. Oui, François, tu voulais ajouter quelque chose? Simplement pour dire que chaque événement, dans le fond, va être vécu différemment par chaque personne. Donc, la fermeture des écoles, pour dire quelque chose, ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Quand les écoles ont fermé, des parents qui avaient un des conjoints qui était enseignant, à ce moment-là, étaient nécessairement exposés à un niveau d'incertitude moindre que quand les 2 parents travaillaient dans le réseau de la santé. C'est pour ça qu'un seul événement peut nous amener à devenir anxieux, puis peut nous amener à dépasser notre seuil de tolérance à l'incertitude, ce qui ne sera pas vrai pour une autre personne parce que ça n'a pas la même signification. Effectivement, tout à fait. Alors, si on continue, écoute, François, dis-nous, quels sont nos outils? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être que je suis très tolérante, mais à un moment donné, j'atteins quand même mon bleu ou mon rouge, si on se réfère au diagramme. C'est quoi les outils? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est quoi les outils que vous offrez aux gens avec qui vous travaillez, qui font de l'anxiété, mais qui peuvent être vraiment applicables à tout le monde dans notre quotidien? Bien, je pense que ce qui est important, en fait, à ce niveau-là, peut-être juste avant qu'on parle des outils, qu'est-ce qui fait? C'est par quel processus on devient anxieux quand on est intolérant à l'incertitude? Puis le point de départ de cette spirale descendante-là, si je peux m'exprimer comme ça, c'est vraiment, quand on est intolérant à l'incertitude, plus on l'est, en fait, plus on a des croyances négatives qui sont associées à l'incertitude. Okay. Et les croyances négatives, ça peut être, par exemple, qu'on va considérer que l'incertitude est stressante et bouleversante. Qu'on va considérer l'incertitude comme étant injuste, qu'on va considérer que ça entrave notre fonctionnement au quotidien. Donc, des croyances négatives comme ça nous amène à poser un autre regard sur les événements auxquels on est confronté, puis en fait, ça joue le rôle d'un filtre. C'est comme si nos croyances filtrent les informations qui nous proviennent de l'environnement et ne laissent passer que ce qui est négatif. Donc, que ce qui est concordant avec nos croyances.
Donc, ces gens-là se retrouvent très rapidement à écarter tout ce qui suggère que l'incertitude est tolérable et à ne conserver que l'information qui suggère que ça ne l'est pas. OK, je Alors, comprends. rapidement, on se sent en danger. On, Rapidement, on se on sent stigmatise l'information, finalement. exactement. Et oui, puis on appelle ça une distorsion cognitive, ça Ouais. s'appelle de l'abstraction sélective, si on veut. Fait qu'on sélectionne sans le vouloir l'information. Et à un moment donné, on se met à se sentir très incertain, très menacé, et c'est là que l'anxiété arrive. Mhm. Fait que finalement, Donc, on n'évalue pas bien la situation parce qu'on ne voit pas, tu sais, des fois on dit on voit juste l'arbre, on ne voit pas la forêt, c'est un peu ça aussi. tout à C'est qu'en fait. fait, à un moment donné, on ne voit plus bien parce qu'on est complètement aveuglé par le nuage, puis au lieu de s'élever au-dessus du nuage, bien, on continue à être dedans. Fait qu'il faut s'en sortir un peu de ce nuage-là pour voir l'ensemble de l'image. Exactement. Et là, une fois qu'on devient très anxieux, là, cette anxiété-là, on doit la faire disparaître. Et ce que les gens font intuitivement pour faire disparaître l'anxiété, puis vous allez voir le lien que je vais amener tantôt avec ce qu'on peut peut-être tenter de faire pour réduire l'anxiété, qui n'est pas ce que les gens font intuitivement. Intuitivement, on se dit, OK, la situation est incertaine, je dois la rendre certaine. OK. C'est généralement ce que les gens font. Et là, pour rendre la situation certaine, ils vont poser des comportements. Par exemple, on parlait de la fermeture des écoles tantôt, mais disons que je laisse ça de côté et que je parle de septembre prochain. Ouais. Peut-être qu'un parent qui va dire, mais comment ça va se passer la réouverture des écoles en septembre prochain, va commencer à lire compulsivement sur tout ce que pu s'écrire sur le sujet dans une quête irréfrénée d'informations. Et Pour qu'elle tenter soit de vraie ou non, parce qu'il y a de l'information qui est vraie, qui est fausse, il y en a de toutes les sortes, là. Ouais. exactement. Pour tenter de rendre ce qui est incertain, certain, mais c'est un combat qui est perdu d'avance. Peut-être qu'à un moment donné, si on se dit qu'on touche à une information importante, ça va peut-être nous aider à court terme. Mais les informations changent tellement toujours depuis le début de la pandémie. Au début, il ne fallait pas mettre de masque, là, il faudra en mettre un. C'est un petit peu ça à quoi on est confronté. Puis est-ce Donc, que je peux me permettre même aussi de dire qu'à un moment donné, on écoutait beaucoup trop ces conférences de presse-là? Ce qui faisait qu'on était devenu, qu'on attendait ça comme si c'était aujourd'hui que tout allait s'arrêter parce qu'il y avait une conférence de presse, quand en fait, à un moment donné, à force d'arrêter de les écouter, on s'est mis dans un mode qui était beaucoup plus, je pense, équilibré peut-être par rapport à notre pensée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais tout c'est à un fait, peu mais ça, pas là. dans le sens, effectivement, d'aller obtenir trop d'informations sur quelque chose. Puis à un moment donné, c'est comme si on épaississait le brouillard parce qu'on a Oui, tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi choisir. Et là, c'est effectivement. un peu le piège dans lequel on peut tomber. Mais ce qu'il faut voir, c'est que souvent, à court terme, ça aide les gens. Puis comme ça réduit l'anxiété à très court terme, bien souvent, on va répéter le comportement. Mais on va répéter le comportement de plus en plus souvent parce qu'on est tout aussi anxieux dans 3 heures qu'on l'était il y a 3 heures quand on a posé tous ces comportements-là. Alors là, je reviens Effectivement. à la question de tantôt, qu'est-ce qu'on Oui, doit faire avec ça? oui. Là, j'ai bien peur que je vais décevoir bien quelque part. Hey, allons-y, on déçoit, c'est pas grave. C'est un rôle très ingrat que j'ai. Je ne peux pas, à mon âme et conscience, dire qu'il n'existe pas de truc par Ouais, rapport à ça, parce que ce serait en partie faux, mais il n'existe pas de truc magique. Il tu as n'existe raison. pas de truc qui fonctionne à très long terme. Mhm. Quand on parle de trucs, souvent, on va parler de distanciation pas sociale, mais Non, de non. distanciation par rapport à l'événement qui vient de se OK. passer. Si, bon, là, je suis très anxieux du retour à l'école en septembre, puis je me dis, OK, d'habitude, j'aime aller prendre des marches, je vais aller prendre des marches, puis je vais me concentrer sur les oiseaux qui chantent. Et dans ce moment-là, on absorbe son esprit dans d'autres choses. Je comprends. Il va nous empêcher de nous inquiéter ou de penser au retour à l'école. Alors, c'est sûr que ça va mettre le couvert sur le presto pendant un certain temps. Puis, on va revenir chez nous, puis on va peut-être être plus serein. Peut-être jusqu'à temps qu'on entende son voisin nous parler, tu sais, du Du retour. retour à l'école. Là, ça pourrait recommencer à ce moment-là. C'est pour ça Ouais, que je dis que ce n'est pas un truc qui est magique. ouais. Pourquoi ça, c'est de la distanciation? Parce que ça n'a pas d'impact négatif à long terme. À Mhm. long terme, ça ne nous créera pas plus de problèmes. Ce que les comportements qui visent à rendre ce qui est incertain certain vont occasionner. À long terme, ces comportements-là, ils augmentent notre niveau d'anxiété, puis ils OK. augmentent notre intolérance à l'incertitude. OK. Tandis que quand on demeure dans la distanciation, il n'y a pas d'effet négatif à long terme, même si ça nous aide. Puis même au contraire, ça nous aide à court terme. Donc, OK. plus l'activité dans laquelle on va s'engager va être engageante cognitivement, plus ça va nous absorber, plus ça risque d'être efficace. Tu sais, OK. les gens ont tendance à être très distraits quand ils lisent un livre. Ouais. Lire, ça ne les aidera pas du tout.
S'ils ont tendance à être distraits quand ils écoutent la télé, écouter la télé, ça ne les aidera pas. Au contraire, s'ils sont capables de s'absorber dans une bonne série, là, ça va les aider. Donc, il peut y avoir des trucs qui sont différents pour une personne et pour une autre. Mais donc, ce qui est important, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est vraiment, il faut apprendre à se connaître, à s'écouter. Moi, j'arrête pas de dire de se mettre sur pause. Il y a 24 heures dans une journée, même si tu en prenais une pour toi, pour t'écouter, puis t'arrêter, puis dire, nommer des choses. Tu sais, des fois, là, notre anxiété, on ne sait même pas pourquoi elle est là. Essayons de la nommer puis de la reconnaître pourquoi elle apparaît, puis si elle apparaît, qu'est-ce qui fait vraiment, justement, une distanciation avec ça, tu sais. Moi, j'ai un truc bien niaiseux, là, puis vous allez peut-être rire de moi, là, mais moi, quand je joue au Scrabble ou bien au solitaire sur ma machine, j'essaie tellement de défier la machine, je suis une fille de défi, fait que si je t'en défie, moi, c'est parfait, ça enlève l'anxiété parce que ça me fait aller le cerveau, puis ça m'amène ailleurs. Mais tu as raison qu'il y a des choses que moi, quand je lis, oubliez ça, je reviens vite à ce que je pense parce que je perds le fil, parce que je reviens vite à ça. Fait qu'une fois qu'on se connaît, on peut appliquer les bonnes méthodes, c'est ce que je comprends. Tout à fait, exactement. Puis, dans le fond, ce qu'on peut faire aussi, tu l'as abordé, c'est d'essayer d'hausser sa tolérance à l'incertitude. Mais là, c'est un exercice qui ne se fait pas toujours bien par nous-mêmes. Quand on entre dans le je vais m'exposer à l'incertitude, je ne poserai pas de comportement pour rendre ce qui est incertain certain. Mais des fois, on a besoin d'aide pour être en mesure de faire ça. Puis, ça se pourrait qu'à cette étape-là, les gens aient besoin de consulter. Parfois aussi, on peut essayer d'entreprendre ce qu'on appelle des expériences un peu comportementales pour tester nos croyances par rapport à l'incertitude. Ça, je ne recommanderais pas aux gens de le faire sans appui non plus. Donc, on comprend que quand on entre dans ce type de truc-là, des fois, on peut avoir besoin de coaching, on peut avoir besoin d'aide. Par contre, si on veut rester dans des éléments de distanciation, là, à ce moment-là, c'est des choses qu'on peut plus facilement appliquer par soi-même. Mais de tolérer son anxiété, là, tout le monde peut le faire, tout le monde devrait apprendre à le faire. Et c'est vrai aussi pour l'ensemble des émotions. OK. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est pas l'anxiété, là, c'est pas obligé d'être un diagnostic pour en avoir, c'est normal. Ça peut s'apprivoiser, c'est un peu ça dans le fond. On va apprivoiser qui on est, notre tolérance à ça. On va se rendre un peu perméable à une certaine dose d'anxiété pour être capable d'être fonctionnel. Et puis le jour où on n'est plus fonctionnel, ben c'est là où on a des ressources, puis on va voir notre médecin de famille, on commence comme ça, puis on a d'autres ressources qui peuvent nous aider. Mais avant d'avoir un diagnostic, c'est important de faire une rétrospection pour savoir à quoi on est capable de tolérer, quelles mesures on est capable de tolérer, puis de mettre des choses en place. J'imagine que vous autres, même si vous êtes des experts de temps à autre, vous en avez de l'anxiété. Fait que quel est personnellement votre meilleur outil pour vous personnellement pour essayer d'inspirer les gens à voir qu'est-ce que c'est? Toi, Christina, peut-être, y a-t-il un petit quelque chose qui, toi, te fait du bien? Oui, ben moi, il y a deux choses selon le niveau. Quand c'est trop haut, puis que là, j'ai l'impression que avant d'y réfléchir, j'ai besoin vraiment que ça redescende, là, c'est le sport. Assurément, ça me prend quelque chose. C'est un petit peu plus difficile ces temps-ci. Il faut être plus créatif parce qu'on n'a plus de sport d'équipe, on n'a plus de salle d'entraînement. Puis quand je suis un petit peu plus redescendue, là, puis que là, j'ai réfléchi, puis que je veux juste m'évader, moi, c'est un bon livre. J'entends même les gens qui me parlent autour tellement je suis là-dedans. Ouais. OK, super. Puis toi, François, c'est quoi? Bien, moi, ce que je vais tenter de faire parfois quand je suis un peu anxieux, c'est je vais essayer de m'asseoir puis de revenir à tout ce qui est stable dans mon environnement. Donc, là, on n'est pas en train de rendre quoi que ce soit certain, mais on essaie de s'appuyer sur une certaine stabilité parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui restent stables autour de nous. Nos souvent, ça nous certitudes. sécurise de revenir à ça. Ce que j'aime bien faire, et que je ne peux pas toujours faire quand je suis anxieux également, j'aime beaucoup la forêt, j'aime beaucoup me promener en forêt, j'aime beaucoup profiter des beautés de la forêt aussi. Donc, quand j'ai l'occasion de le faire, là, après une semaine plus difficile, c'est toujours très ressourçant pour moi. Puis c'est vrai qu'on a des certitudes, j'aime ça ce que tu dis, parce qu'il y a des gens ou des choses qui sont certaines dans nos vies. Tu sais. On a des endroits où on aime s'asseoir, il y a des paysages qu'on aime regarder, il y a des gens avec qui on aime parler sans aborder nécessairement notre anxiété, mais qui sont comme juste le fait de leur parler, on dirait que ça nous fait du bien parce qu'ils sont une certitude dans notre vie. Fait que je trouve ça très intéressant ce que vous abordez. Écoutez, c'est le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais c'est certain qu'on aura l'occasion de se reparler. Je vous remercie infiniment parce que ça a été, je pense qu'on a été capable de vulgariser pour les gens comment mesurer leur anxiété, puis comment faire en sorte qu'ils soient capables d'identifier s'ils ont besoin d'aide ou non. Alors, à la fin de la capsule, on mettra deux ressources, bien sûr, le 8 en 1 et le centre de crise pour les gens pour qui l'intolérance serait insupportable.
pour les autres, ben, il y a une multitude d'outils qu'on a aussi sur notre site Web. Alors, merci infiniment à vous deux, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à toi. Merci.